Voici Montrichard Val de Cher et son fier donjon. Le village est habité par quelques 3800 Montrichardais. Voici le pont sur le Cher et il intègre une maison. L'église Sainte-Croix en contrebas du donjon. Partons à la découverte du village. La ville est réputée pour ses maisons anciennes en tuffeau. À la rampe. Allons voir le centre-ville. Les chats est bien venteux aujourd'hui. À l'angle de la rue du Pont et de la rue Nationale, la maison de l'Ave Maria. La maison de l'Ave Maria est appelée la maison aux trois pignons. 1, 2, et puis le troisième, c'est la façade que nous avons vue en premier. La maison date de la fin du XVe et du XVIe siècle. Très abîmée, mais on comprend encore. On voit ici l'Annonciation. Là, c'est l'archange Gabriel. Et ici, la Vierge. Longeons la rue Nationale. L'hôtel de ville est sous les échafaudages. Allons voir malgré tout. Fontaine Saint-Célerin. C'est ici l'ancienne synagogue. Les Juifs de France ont été expulsés par une ordonnance royale de Charles VI en 1394. Un vieux cinéma à l'ancienne. Cette tour du XIIIe siècle faisait partie des remparts de la ville. Elle abritait le four.
Des maisons anciennes se signalent par leurs pignons. Le petit patrimoine. Montons dans les quartiers hauts. Le donjon se visite. L'église Sainte-Croix. La façade de l'église présente de belles arcatures romanes. C'est dans cette église que fut célébré en 1476 le mariage de la fille de Louis XI, Jeanne de France. Cette chapelle seigneuriale est très dépouillée. Par là, c'est roman. En face, c'est gothique. Remarquez l'épaisseur des piliers. Et voici la fille de Louis XI. J'ignorais qu'elle était sainte, sainte Jeanne de Valois. Effectivement, Louis XI était un Valois, marié en cette chapelle au duc d'Orléans, futur Louis XII, le 8 septembre 1476. Ironie du sort. Le fils de Louis XI, Charles VIII, régna, mais mourut sans enfant. Il avait épousé Anne de Bretagne. L'époux de Jeanne de France, qui n'était que le gendre de Louis XI, ne devait pas régner, et il régna à la mort de Charles VIII. De plus, en secondes noces, il épousa sa veuve Anne de Bretagne. Église Sainte-Croix de Montrichard-Val-de-Cher. Mais cette plaquette m'apprend une chose plus extraordinaire encore. Il n'y a pas que Jeanne de France qui a épousé le futur Louis XII ici, il y a aussi une autre fille de Louis XI, très importante, Anne de Beaujeu. Dans l'histoire de France, on sous-estime beaucoup le rôle de Anne de Beaujeu. Elle était très intelligente, très rusée. Lorsque Louis XI mourut en 1483, elle assuma la régence le temps de la minorité de Charles VIII et elle soumit la Bretagne. Louis XI disait à son sujet « Elle est la moins folle des filles de France, car de sages il n'y en a pas. » Une telle déclaration lui vaudrait aujourd'hui une assignation en justice, assurément. Il faut attendre 14 heures pour aller voir le donjon. Allons voir d'autres curiosités en attendant. Face à la maison de l'Ave Maria, ces escaliers mènent à des demeures troglodytiques. Ce sont les petits degrés Sainte-Croix. Les portes de ces demeures troglodytiques semblent condamnées.
Mais je me suis peut-être trompé d'escalier. Non, on arrive au même endroit. En tout cas, on aura la vue sur le chevet de l'église Sainte-Croix. En redescendant, on peut voir une belle maison du XIIe siècle, la maison du prêche. Me voici revenu à l'hôtel de ville et à la synagogue, et j'avais oublié l'hôtel des Fiat. Il abrite la bibliothèque de Montrichard. À l'entrée, je suis surpris par un ginkgo biloba, l'arbre aux 40 écus, originaire de Chine. J'en ai souvent vu et je vous en ai souvent parlé dans mes films, mais alors un de cette taille, c'est rare. À propos de ce ginkgo dont je vous parle si souvent, savez-vous que c'est le plus ancien de tous les arbres? Il a 300 millions d'années. Et tenez-vous bien, vous n'allez pas le croire, mais c'est vrai, il est tellement résistant qu'il résiste même à la bombe atomique. Il a résisté au feu nucléaire d'Hiroshima. Mais nous ne sommes pas ici pour faire un cours de botanique, mais pour observer l'hôtel des Fiat. Ça n'est pas rien, comme vous voyez. On l'appelle hôtel des Fiat parce que c'est le marquis des Fiat qui le donna en 1719 à Montrichard pour en faire un hospice. Bon, là, c'est un ajout certainement 19e. Mais en fait, l'hôtel des Fiat proprement dit date des 15e, 16e siècles. Il y a des éléments gothiques et des éléments Renaissance. Joli muflier. Une fenêtre à meneaux qui mériterait d'être décrassée. J'essaie d'avoir le plus de recul possible pour embrasser la totalité de ce ginkgo biloba. Il contient des substances appelées ginkgolides qui auraient une action sur les vaisseaux sanguins, qui pourraient améliorer la mémoire ou la vascularisation des jambes, mais à mon avis, il vaut mieux mettre des chaussettes de contention. Et allons voir le donjon. En face de l'hôtel des Fiat, il y a encore cette belle maison ancienne. Voilà, c'est ouvert. Au Moyen-Âge, ils n'avaient pas inventé les ascenseurs. Je n'hésite pas à filmer ce panneau pour que vous flashiez le QR code pour faire un don. Un musée. Et la première salle est consacrée à la Belle Époque avec des personnages en cire. La société de Montrichard à l'époque. Je m'imaginais les roués plus grands. Il y a ici des œuvres de Boileau ou de Corneille, mais un peu plus loin du plus moderne, Alphonse Daudet ou George Sand. Buste de Charles Richard, dont j'ignore tout. Est-ce cela un dictaphone? Je ne sais plus. Ça y ressemble.
Joli petit guéridon. Il ne manque qu'une pâte mouille. Avec Philippe Auguste dedans, c'est plutôt prestigieux. Il est vrai que Nevers est également une ville associée à toute cette vaisselle. La troisième salle est une belle pièce avec un plafond porteur de solives. Voici le conventionnel Fressine, bailli de Montrichard, né en 1751, décédé en 1804. Gaëtan Catlino, peintre d'Empire, 1787-1859. C'était un élève du peintre David. Tout à l'heure, on a vu le buste de Charles Richard. C'était un journaliste, poète et également dessinateur. Il était voyageur également et il a rapporté des souvenirs que vous voyez ici, notamment du Japon. Le capitaine Marius Bigot, 1881-1972.
premier maire élu après la libération de Montrichard. À coup sûr, il l'avait bien mérité. Ici, une autre personnalité qui fut débutée. Ici, le colonel Cousin, 1829-1870, qui eut le bonheur de mourir glorieusement à la bataille de Gravelotte. Pierre-Victor Palma-Gaillet, 1525-1610, prédicateur de Catherine de Médicis. Ici, rien, il faut deviner. Y aurait-il du Henri IV là-dedans? Quant à Touchard la Fosse, 1780-1847, il fut un écrivain de talent, dont je cherche en vain les œuvres chez Pocket, où j'ai lu. Tous pères. La visite se poursuit au niveau inférieur. Jolie peinture de Léon Victor Poutot de Montrichard. Portrait d'une France d'antan, l'école des filles. De ces vieilles cartes postales patinées par le temps que des collectionneurs acharnés recherchent. Je ne me moque pas, je peux comprendre cela. Ça peut être très intéressant. Voilà des plumes anciennes que l'on n'utilise plus guère. Bic est passé par là. Pourtant, il me semble que jusque dans les années 1970, à l'école primaire, j'avais encore un encrier. Qui aurait cru une chose pareille? Et voici les plumes qui s'adaptent donc aux porte-plumes. Ce tableau de la Vierge et de sa mère Sainte-Anne fut offert par l'empereur Napoléon III en 1856. Vierge à la poire du XVIIIe siècle. Mécanisme de l'horloge de l'église Sainte-Croix. Saint-Roch, patron des pestiférés avec son chien. Château de Valagon. Saint-Martin, qui coupe ici son manteau pour en donner une moitié à un pauvre. Il évangélisa la Touraine. D'origine hongroise, il mourut à Cande et fut enterré à Tours. Un échantillonnage de ce que vous pouvez voir au musée Le Sec des Tournelles, musée de la Ferronnerie à Rouen. Une maquette de la forteresse de Montrichard telle qu'elle était au Moyen Âge. Vous voyez que c'était quelque chose.
des choses comme on n'a pas l'habitude de voir dans un musée. On rappelle que la région est vouée au vin. Montrichard, 17 août 1908. C'était la défaite, comice, cavalcade. Un personnage important dans l'histoire de Montrichard, Fulx Nera, qui en 987 prit possession de la ville, l'année même où Hugues monta sur le trône de France. Il s'agissait du futur Charles VII. Des images de l'église Sainte-Croix, dont nous avons vu tous ces petits personnages tout à l'heure. Je n'avais pas remarqué donc les images du mariage sur le vitrail, sur les vitraux de Sainte-Croix. C'est ce dont je vous ai parlé. Le duc d'Orléans, c'est le futur Louis XII. Décidément, François Ier a accueilli Charles Quint également à Fontainebleau. Il n'était pas rancunier puisque Charles Quint l'avait fait prisonnier à Madrid pendant longtemps. Quelques vues donc des belles maisons ou beaux hôtels que nous avons vus dans la ville. La maison de l'Ave Maria. La mère de Louis XIII, Marie Médicis, s'était fâchée avec son fils. Il l'avait exilée au château royal de Blois où elle s'est évadée. Une véritable aventure à la Alexandre Dumas. Portrait ici du duc de Penthièvre, qui ressemble beaucoup à Louis XV. Avec la perruque, tout le monde se ressemblait un peu à l'époque. « 1793, c'est mauvais. Serait-il mort sur la guillotine? À vérifier. » Édifice qui s'élevait autrefois à la place de l'hôtel de ville. Il fut démoli par ordre du duc de Penthièvre. Voilà l'édifice actuel. Celui que vous avez vu sous les bâches, et l'échafaudage métallique, plutôt. En 1857. Feu ma mère détenait une collection inimaginable de ces petits feuillets brodés. Ça fait pas hyper viril cette page.
Ça doit faire mal. Voilà qui ressemble tout à fait à Louis XI. Voici la reine Charlotte de Savoie, qui était donc l'épouse de Louis XI. Louis XI valait beaucoup mieux que sa réputation. C'est pour moi l'un des plus grands, le plus grand roi de France. Bien qu'on l'appelle l'universel araignée. Voici le gendre de Louis XI, Pierre de Beaujeu. Et ici son épouse, Anne de France, Anne de Beaujeu par conséquent, qui était une fille de Louis XI, la très rusée Anne de Beaujeu. Que de blasons! Je sais, mesdames, que vous êtes friandes de tenues vestimentaires un peu originales. Je n'hésite pas à filmer en détail tous ces éléments qui pourraient relancer une mode hélas trop tôt disparue. Imaginez-vous vous éventant devant votre mari. Avec de tels instruments, ça aurait de la gueule. Quelques bonnets d'enfants. Puisque je vous ai parlé de feu ma mère, eh bien je me souviens qu'elle possédait aussi de ces petits porte-monnaies. Quelques bonnets tourangeaux. À Montrichard, le duc de Penthièvre, à Nancy, le bon roi Stanislas Leczinski, enfin roi détrôné de Pologne. Tradition tourangelle, la mariée devait porter une ceinture dite ceinture de la Vierge, qui était gardée à Loches. Je n'ai pas dit qu'il fallait aller la chercher à Loches à chaque mariage. En fait, celle de Loches servait de prototype du point de vue longueur. Voilà un article dont, hélas, l'usage s'est perdu. Tout fout le camp. Robe 1920. Mais moi, dans cette salle, c'est quand même la fille de Louis XI qui me plaît. J'adopterais bien la coupe de Pierre de Beaujeu, mais malheureusement, j'ai plus beaucoup de cheveux.
On en a fini de ce côté-là. Allons voir un peu par là. On est juste à côté de l'hôtel des Fiat. Quand on a vu la maquette du château, on se dit que ça devait vraiment être impressionnant à l'époque. La tour circulaire a été construite à la fin du XIIe siècle, au moment où le château faisait partie du domaine des Plantagenets. Il y a ici un intéressant musée de minéralogie. Tout un tas de fossiles avec des ammonites. Je suis sensibilisé aux ammonites car sur les côtes du Calvados, près de chez moi, il y en a. Ces ammonites sont des colosses. De la fenêtre, on a une très belle vue sur l'hôtel des Fiat. Ici, une très belle carte géologique de la France, où l'on voit le massif armoricain. Bretagne, Poitou, Cotentin. On y voit le massif des Ardennes. Le massif central se dessine nettement. Et voici l'histoire de notre planète. Et bientôt, boum! Ces bestioles ne me disent rien qui vaille. Mais c'est ça. Ça donne envie d'aller voir le zoo-parc de Beauval à Saint-Aignan qui est à côté. Bon, évidemment, on ne verra pas tout. Je plains le dentiste. René Galut était un horloger bijoutier passionné de paléontologie. Son désir de montrer ses collections aux personnes est réalisé ici.
On revient vers la minéralogie. Des urnes. Pierre insolite. Et oui, les hommes des âges anciens savaient tailler les pierres pour s'en servir pour la chasse. Quelle bonne idée. Il n'y avait pas encore de boucherie à cette époque-là. La salle emprunte à la paléontologie, mais également à la biologie. Évidemment, on était un peu prognate à cette époque. Ah, c'est quand même plus présentable. Un harpon pour la pêche. Cet australopithèque a une tête plutôt engageante. On arrive à l'Homo erectus, l'homme de Néandertal, l'homme de Cro-Magnon. Il faut quand même en avoir dans la tête pour retenir l'évolution des outils. Ça mérite bien un diplôme. Ici, des collections africaines, plus précisément sahariennes. C'est un œuf d'autruche, vous l'aurez deviné. À l'étage inférieur, on s'occupe de molinologie. Vous comprenez ce que j'entends par là. Il y a les moulins à vent, mais aussi les moulins à eau. Curieusement mêlées à tout ça, des scènes de l'Égypte antique. Et oui, avec les moulins, il s'agissait en fait de broyer des céréales. Voici un grenier à grains au Mexique. Si vous avez besoin de meules pour chez vous, voici quelques modèles. Meule marocaine, sûrement pour la semoule. Voici la meule romaine de Pompéi. Malgré mon petit cerveau de 2 neurones, j'arrive à comprendre. On mettait les grains dans le haut. Il y avait des gros bras qui tournaient sans doute, ou des ânes ou des bœufs qui tournaient la partie en bois.
et les grains broyés arrivaient dans la partie inférieure. Vous voyez, les bras étaient actionnés par des esclaves ou des animaux. Voilà à peu près mon poids. Le blutage. En fait, le meunier vendait aux particuliers les grains broyés, et à la maison, le particulier utilisait donc un blutoir, c'est-à-dire un espèce de tamis pour séparer donc la farine et le son. Meule artisanale. On récolte, on bat, des batteurs donc, et on fait le pain. On le façonne. Et on le partage, on le distribue. Remontons. Pendant que j'étais dans le musée, il y a eu un grand moment venteux. Ça a l'air de s'être un peu calmé. Espérons qu'il ne va pas pleuvoir. Dans ces grottes, encore des salles. Allons voir les gallo-romains. C'est en fait une petite salle. Voici quelques amphores. Si on m'offre une amphore de vin de Touraine, je dis oui. Serait-ce la lampe d'Aladin ? Vous devez être ébahi par la valeur inestimable de ces pièces qui ne vous aura pas échappé. Il y a des chaînes de bricolage plus modernes que je vous recommande. Juste à côté, les sarcophages mérovingiens. Il y en a même un qui est resté occupé. Peut-être un roi feignant. Le puits d'une habitation troglodytique. Dirigeons-nous vers le donjon, pour ce qui est sans doute le clou de la visite, la vue, en espérant qu'il ne pleuve pas. S'il pleut, je peux m'abriter là. Le clocher de l'église Sainte-Croix.
J'aurais voulu vous offrir une vision dorée de Montrichard. Dans la lumière du soleil, ça ne m'a pas été permis. À présent, encore un peu de sport. Vous vous rappelez de la maison sur le pont, sur le Cher? C'est la maison du passeur. L'ancienne chapelle des religieuses. La maison de l'Ave Maria. Le Cher se jette dans la Loire un peu en aval de Tours. J'ai cru qu'on ne pouvait pas aller plus loin, mais si. L'endroit est la cour haute du château. Allons voir le donjon proprement dit. Des grillages comme on n'en fait plus. Curieusement, le vent semble se calmer soudain. Mais peut-être que je suis dans l'œil du cyclone. Serait-ce là les latrines? Ou peut-être l'endroit où l'on faisait couler l'huile bouillante, ou la poix pour décourager les agresseurs? Cette visite est très sympathique. Je remonte car à gauche, on peut entrer dans le donjon. Si les possesseurs de Montrichard voyaient ça. Ça devait être là qu'on festoyait. On arrive au sommet du donjon.
Un mois de juin qui pour l'instant est moins beau que le mois de mai et qui était lui-même moins beau que l'extraordinaire mois d'avril que nous avons eu en 2025. J'espère que comme moi vous aurez apprécié la visite de Montrichard-Val-de-Cher. Une bourgade certes assez modeste, mais qui laisse une empreinte intéressante dans l'histoire. Certes, je préfère les musées de peinture ou de sculpture, mais bon, c'est toujours intéressant. Je vous dis à très bientôt.